Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Franck Decloquement. Bonjour Franck. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en deux mots? Alors je suis donc spécialiste en intelligence économique. J'interviens comme expert auprès du CEO d'une société d'intelligence économique implantée à l'international. On peut la nommer? Kermer, voilà. Et nous sommes implantés sur plusieurs continents. Et par ailleurs, j'enseigne à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, pour tout ce qui est intelligence économique et les thématiques liées à l'espionnage. Voilà, pour le master en géoéconomie et intelligence stratégique. À propos d'espionnage, il me semble que récemment sur une chaîne de radio, j'ai entendu encore la confusion entre intelligence économique et espionnage. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez rappeler la grande séparation entre ces deux disciplines? Alors effectivement, l'intelligence économique travaille sur tout ce qui est source ouverte. C'est-à-dire toute information que l'on peut capter, qui a une valeur moyenne, on va dire, mais qu'il faut raffiner, un peu comme un produit brut que l'on raffine pour essayer d'en fabriquer des éléments contextuels, des éléments prégnants. Mais pour être tout à fait concret, en gros, ça peut être Le Monde, Les Échos, La Tribune, ça peut être un site internet, ou des sources payantes, des sources payantes qu'on acquiert facilement. Exactement. Légalement. Et légalement, c'est-à-dire qu'on prend des éléments légaux, des éléments qui sont en diffusion parfois restreinte, c'est-à-dire grise, mais sous abonnement, si j'ose dire, et puis des éléments tout à fait source ouverte. Alors, pour les auditeurs qui ne comprennent pas, information grise, c'est quoi? L'information grise, c'est une information dont l'existence même est compliquée au départ à connaître, et puis dont la valeur est importante, parce que de toute façon, elle n'est pas diffusée de façon importante. Ça peut être un rapport sur 750 exemplaires, ça peut être des choses qui sont sous abonnement. Donc on est obligé de s'inscrire pour les obtenir. Ou alors, on est dans le train, il y a un voisin qui téléphone à un de ses clients, on est concurrent justement de cette personne, on entend, c'est légal. Hein, c'est légal. Voilà. C'est légal. Par contre, c'est une information grise parce qu'on a surpris une conversation. Complètement. Donc là, on est encore dans l'information grise, donc légale, donc les patrons d'entreprise peuvent utiliser ce type d'information. Alors ils peuvent utiliser ce type d'information, effectivement. Ensuite, il faut mettre en garde ses propres cadres de ne pas reproduire ce que le concurrent a pu faire, éventuellement en laissant fuiter une information de ce type-là. Et là, on est dans la sécurité. Et là, on est dans la sécurité, exactement. Donc tout ça, c'est l'intelligence économique. L'espionnage, c'est quoi? L'espionnage, c'est complètement autre chose. L'espionnage, c'est la partie du renseignement, parce qu'on parle toujours de renseignement en confondant évidemment intelligence économique, renseignement et espionnage. C'est la partie congrue du renseignement qui est en fait clandestin, obtenu de manière illégale et clandestine. Alors ça peut être le fait d'individus seuls, compte tenu de l'augmentation des technologies et de leur diffusion actuellement. Ça peut être le fait également d'un État, c'est-à-dire d'État à État, vous avez des problèmes de sécurité nationale et des problèmes qui sont liés aux décisions régaliennes. Et donc les services adverses se font parfois des guerres de nature économique et usent de techniques complètement illégales. Je reprends mon cas de figure de tout à l'heure. On a donc un collaborateur qui est dans le train, il entend son voisin, il écoute, il prend en note. Là, on est dans l'information grise. Exactement. Par contre, ce voisin oublie son carnet ou son ordinateur. Et là, on a le collaborateur qui va prendre le carnet. Et là, c'est du vol, c'est de l'espionnage, c'est interdit, c'est illégal. On est bien d'accord. On commence à rentrer effectivement dans la partie rouge. On est complètement en signal rouge par rapport à cela. Pourquoi il y a encore confusion? Comment ça se fait? Ça fait des années qu'on fait la césure pourtant. Je pense qu'en France, il y a une manque de culture sur ces affaires-là. C'est-à-dire que grosso modo, on confond beaucoup de choses. Opportunément, peut-être que les journalistes, peut-être que la presse en règle générale ne fait pas tellement le distinguo, parce que beaucoup d'affaires ont été qualifiées d'affaires d'espionnage et puis ça a glissé vers le côté entre guillemets civil, l'espionnage étant plus relié à l'aspect militaire de la captation du renseignement, et l'intelligence économique étant plutôt vue comme quelque chose faisant partie du domaine de l'entreprise, de la grande entreprise. Donc il y a peut-être eu un glissement de compréhension entre ces deux niveaux. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des articles où on a parlé d'espionnage avec des cabinets d'intelligence économique. Exactement. Qui ont été acteurs du vol d'informations. Exactement. Ce qui est un abus de langage, parce que si un cabinet vole de l'information, il ne fait pas de l'intelligence économique, Exactement. Il fait de l'espionnage. Il fait de l'espionnage. On a appelé ça des officines, par abus de langage également on appelle ça officine. Officine ne veut rien dire. Ce sont grosso modo des gens spécialisés dans le vol d'informations et ces choses-là n'ont rien à voir avec l'intelligence économique. Qu'est-ce qu'il y a de neuf au niveau justement des problèmes d'espionnage? Alors l'affaire Snowden, on est encore dedans. Alors on est encore dedans. Ce qu'il y a de neuf, c'est que les gens se sont rendus compte, les chefs d'entreprise, PME, PMI et les grands groupes se sont rendus compte de l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que tout le monde, en tout cas les milieux autorisés, connaissaient l'existence de ces thématiques, connaissaient l'existence de ces réalités. Et puis on est passé au degré supérieur en quelques semaines. Le degré supérieur de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est impacté. Ça peut être effectivement le lambda moyen, vous, moi,
moi, n'importe qui, jusqu'à des grandes entreprises, des grands groupes ou des pays. On pense à Angela Merkel qui s'est offusquée effectivement de ces écoutes. Il y a encore peu de temps, quelques jours, on apprend qu'effectivement la NSA collabore très conjointement avec les services de renseignement allemands. Donc si vous préférez, il y a une connaissance au niveau des États sur ces affaires, on connaît l'ampleur et la profondeur de ces écoutes. Maintenant, je pense que le milieu de l'entreprise et le milieu de l'économie comprend qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut être atteint par ces phénomènes, tout le monde peut être écouté, en tout cas, de manière très claire. Voilà, parmi nos auditeurs, internautes, on va imaginer qu'il y a des chefs d'entreprise, de PME ou des cadres dirigeants. Il se dit actuellement, c'est très intéressant, mais ma PME ne sera pas impactée. Il a raison ? La PME sera forcément impactée. Il y a quelques années, on parlait d'entreprises stratégiques, des entreprises qui étaient plus ou moins visées par une surveillance accrue, resserrée. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut faire l'objet d'actions d'espionnage agressives. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces actions ne sont plus menées conjointement par des États et leurs services de renseignement, elles sont parfois menées par des entreprises adverses, elles sont menées parfois par des hackers, des pirates, qui peuvent effectivement utiliser une entreprise comme un réservoir d'informations qu'elles vont ensuite vendre sur un marché obscur, qui est un marché de l'information volée. Et deux solutions, vous avez la possibilité de protéger les entreprises dans ce cadre-là en interne, en disant il y a une intrusion, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est dans le réactif, et le préventif, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe sur le web obscur, quels sont les échanges qui se passent, quelles sont les informations qui sont en train de transiter, et dès lors que vous pouvez mettre, si j'ose dire, une bretelle sur ces informations-là, vous pouvez savoir éventuellement quelle entreprise a été impactée, à contrario. Mais Franck, vous dites un truc quand même qui est quand même assez alertant, c'est-à-dire qu'il y a un marché des informations volées. Tout à fait. On peut avoir un hacker qui va s'attaquer à une PME de région sans savoir s'il y a un acheteur d'ailleurs. Il va collecter les informations et il va dire sur la marketplace, tout à fait, j'ai telle information de telle PME française. Exactement. Qui ça intéresse. Exactement. Et ça existe. Ça existe. On en parle très peu, mais ça existe. Il existe un marché noir des informations volées. Et c'est des choses qui sont corrélatives à l'augmentation des technologies qui permettent d'avoir accès directement ou d'être en intrusion sur les entreprises. Opportunément, l'information captée peut avoir de la valeur quelques mois plus tard, quand l'entreprise peut être vendue ou éventuellement rachetée. Cette information vaut cher, sa valeur augmente. Donc c'est une information qui a été volée. C'est de l'espionnage pur et dur. Cette marketplace a un nom ? Non. On pourrait lui en trouver un, ça serait intéressant de breveter le nom. Parce qu'il y a The Pirate Bay qui a été fermé il y a quelque temps, où on pouvait acheter de la drogue, on pouvait acheter des tueurs à gages. Bien sûr, en tout cas absolument effrayant. Bien sûr. Mais voilà. Je pense également à News of the World, le fameux tabloïd anglais qui a fermé il y a peu de temps. On parlait des opérations d'espionnage dans le domaine privé, au niveau des individus. On parlait d'espionnage au niveau des États. Il existe aussi dans les entreprises, on peut voir avec News of the World, ce tabloïd qui avait mis en place des méthodes d'espionnage pur et dur, qui consistaient à pirater par exemple le portable d'une jeune fille qui avait été enlevée, qui a été tuée, pour essayer de faire croire aux parents, en injectant des SMS dans son téléphone, que la personne était toujours vivante, alors qu'on savait qu'elle était décédée. On a appris qu'elle était décédée effectivement bien avant. Vous voyez un peu, on est plus dans le journalisme. Non, mais ça veut dire que ce sont des pratiques qui existent et que finalement ça a été battu en brèche il y a peu de temps, puisque le siège social a été complètement détruit. Rupert Murdoch, qui était le spécialiste, a complètement stoppé l'entreprise. Mais si vous préférez, vous aurez toujours ce type d'action. On va dire que c'est des choses qui sont millénaires. Maintenant, la technologie permet simplement une accélération de ces facilités, si j'ose dire, de gains intrusifs. La pratique est ancienne, par contre la manière de le faire est récente. Exactement. Ok, comment se prémunir, comment se protéger, vers qui on s'adresse Je pense qu'il y a des entreprises effectivement spécialisées, la nôtre l'est, mais d'autres le sont également. Et puis il y a tout ce qui est sensibilisation. Alors en France, on est les pros de la sensibilisation, par contre on est beaucoup dans le discours. Il y a peu d'actions derrière, je pense aux actions de veille qui généralement sont toujours des actions intéressantes à mener, dans lesquelles on apprend énormément de choses. Ensuite, la décision qui suit, généralement, peut marquer un temps d'arrêt ou éventuellement s'étioler dans le temps. Les affaires d'espionnage, c'est un peu la même chose. Quand il y a un coup de grisou à un moment donné, tout d'un coup tout le monde s'excite sur ces affaires-là, on en parle, ça fait la une pendant 2-3 jours ou quelques heures, et puis ça disparaît jusqu'aux prochains événements. Et ensuite, on se rend compte de l'ampleur que ça peut prendre. Donc la conséquence de tout cela, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire au long cours, en profondeur, ne jamais lâcher ces affaires de surveillance et ne jamais les déconsidérer, si j'ose dire, être toujours en alerte et conserver cette culture du combat et de la protection. Très bien. Franck, merci pour ce discours dynamique. Merci à vous.
Thank you.